Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal aujourd'hui pour une nouvelle session où on discute de l'actualité, toujours liée à l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est vrai que cette semaine, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger et on vous a concocté, donc, comme je disais, beaucoup de news, notamment la première liée à Meta qui a fait une release de son LLM, donc Llama 3.2. Et c'est vrai que je trouve ça super intéressant parce que, enfin, tu nous en parleras, Pascal, il y a pas mal de nouveaux features, mais un des gros points, c'est que ça va être gratuit via toutes les plateformes Meta. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Écoute, salut Younes, bonjour à tous. Je trouve cette nouvelle super excitante, hein. Mark Zuckerberg, le fondateur et euh, le dirigeant de Meta, il avait fait une conférence il y a 1 ou 2 semaines où il expliquait que il serait toujours du côté de la communauté de l'open source et qu'il réaliserait ces modèles qui coûtent des centaines de millions à entraîner. Donc le fait en fait qu'il le fasse pour de vrai, c'est absolument génial et ça laisse une chance à l'Europe. Peut-être une série de commentaires là-dessus. En fait, ils ont réalisé 4 modèles, hein. Il y en a un qui fait 1 milliard de paramètres, un autre 3 milliards de paramètres, ensuite 11 et 90. Et en fait, ce qu'on voit émerger, c'est la tendance de voir émerger des modèles qui sont un peu plus petits, qu'on peut faire fonctionner sur un smartphone ou sur un petit ordinateur avec des réponses très rapides. Donc ça, c'est une tendance intéressante. Ça diminue les besoins en énergie. On en parlera sûrement après. Mais ce qu'on appelle des on the edge AI, donc des systèmes intelligents qui sont déportés sur l'ordinateur final, que ce soit une montre que vous avez au poignet, un smartphone ou un laptop qui est sur votre bureau. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il faut aussi dire que ces petits modèles, ils sont intéressants parce qu'ils permettent pour des applications bien particulières, vous n'avez pas forcément besoin d'un modèle qui connaît la neurochirurgie et puis l'engineering des ponts, hein, c'est pas toujours nécessaire. Donc ces modèles un peu plus petits, ils sont très intéressants pour des applications bien spécifiques. Euh, Peut-être une chose qu'on peut dire, en tout cas moi j'y suis pas parvenu sans VPN, mais c'est que les modèles qui sont plus gros, comme les 11 et 90 milliards de paramètres, en fait ils sont pas disponibles en Suisse ni en Europe. Et là, je pense qu'en fait, c'est un gros sujet d'inquiétude parce que l'Europe légifère sur l'utilisation de l'IA. Tout ça, c'est bien et c'est pavé de bonnes intentions, mais le fait que maintenant, dans la course absolument effrénée qui est en train de se lancer, les entreprises suisses et européennes, elles aient plus accès aux nouvelles choses qui sortent, ça, c'est délicat. On peut faire le même commentaire sur OpenAI qui a lancé une nouvelle version de son interface vocale. C'est pas disponible ici. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème parce que si on n'a même plus les outils pour jouer avec ou essayer, c'est difficile d'innover derrière, hein. Si on est comme ça 6, 12, 18 mois derrière dans une course qui est aussi rapide, ça peut être vraiment dangereux. Donc, tu penses vraiment que le fait d'avoir trop de régulation, ça peut justement nous limiter juste de s'amuser avec ces outils, mais aussi de développement, on imaginerait, pour des boîtes qui veulent Ouais, justement utiliser l'IA. Donc, on est c'est en c'est train certain. d'être puni, quoi, en gros. On se punit nous-mêmes, en fait. Le truc, c'est que moi, je comprends bien la volonté de l'Union européenne de légiférer pour éviter des problèmes, mais on en avait déjà parlé, je crois, mais il y avait le gestionnaire du fonds souverain norvégien qui disait qu'aux États-Unis, on innove, en Chine, on copie, et puis en Europe, on régule. Et en fait, c'est bien de réguler, mais ce qu'on va réguler, c'est l'utilisation de l'IA, du software, de ces technologies numériques faites par les Américains et payées par les Européens. C'est ça qu'on va réguler. Mais là, à mon avis, on est en train de ralentir, en tout cas, l'adoption et l'innovation en Europe. Je pense que c'est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler. Ça veut simplement dire que de réguler avant que ça arrive, ça m'a l'air extrêmement dangereux. Surtout si on considère le fait qu'on a en fait très peu d'acteurs en Europe qui sont leaders là-dedans. Il y a Mistral en France, mais il y en a vraiment pas beaucoup.
On a déjà loupé la fabrication des chips, on a loupé plus ou moins Internet, on n'a pas vraiment d'industrie dans le digital. Et puis là, en fait, il y a une nouvelle vague qui permet de tout remettre à plat. Et puis, en fait, on s'empêche de participer. C'est un peu comme au poker. Il faut payer au départ pour pouvoir participer au tour de table. Et je trouve un peu dommage, en fait, de manière préemptive comme ça, on s'empêche en fait d'y avoir accès parce que concrètement, les nouveaux modèles de méta, je ne sais pas où on peut les trouver sans contourner les limitations qui sont en place. Et si on n'a même pas accès aux outils pour essayer, c'est difficile d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec. Donc, je pense que c'est effectivement dangereux puis que c'est une erreur. Et puis, je pense que tu as dû voir cette nouvelle, mais aussi, justement, tu as plusieurs centaines de sociétés qui ont signé cet accord de la Oui. Commission européenne. Ils appellent ça le pacte de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle, sauf Meta et Apple qui refusent je pense, pour le moment, ou qui vont refuser catégoriquement de signer ce règlement. Bah, alors, le fait que Meta n'ait pas signé, moi, je le comprends parce que ce sont les champions de l'open source. Comme je dis avant, ils entraînent des modèles et puis ils les mettent en open source. Maintenant, si tu regardes en fait le nom des entreprises qui ont signé, j'ai pas tellement vu d'entreprises de petite taille, ni beaucoup d'entreprises européennes. En fait, ce sont des géants. Donc, si tu es une société qui fait quelques milliards de chiffres d'affaires, un environnement très régulé, ça met des barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants. Donc, ça peut coûter si tu prends une amende, mais en fait, c'est assez confortable. Donc, de dire que 100 entreprises ont signé, ça veut pas non plus dire, à mon avis, grand-chose, parce que si tu as une grande entreprise de consulting qui fait X milliards, tu travailles pour les gouvernements, etc., en fait, t'as pas le choix. Tu dis oui, parce que sinon, t'as plus de contrat. Donc, je crois pas au bien fondé pour l'Europe, hein, on s'entend. Je trouve ça vraiment, mais complètement absurde. Et mon sentiment, c'est que comme on n'a pas vraiment d'industrie ou de développement qui sont très prometteurs, on a beaucoup d'universitaires, on a beaucoup de mathématiciens, on a beaucoup de gens très forts, mais ça fait pas des entreprises et des emplois. Et comme on n'a pas ce pan économique, en fait, on régule des acteurs étrangers qui vont venir nous vendre ça. Puis on protège nos données comme ça, au lieu de participer, en fait. C'est ça que je trouve dommage. Parce que, je veux dire, je regardais en fait la liste et puis j'ai été voir ce communiqué de l'Union européenne. Alors, ils font un guichet unique pour innover et développer l'IA. Je vais le lire, hein, comme ça je le cite. Hein. L'initiative sur les fabriques d'IA annoncée le 10 septembre 2024 fournira aux startups et au secteur économique concerné un guichet unique pour innover et développer l'IA, y compris les données, les talents et la puissance de calcul. Donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, l'Union européenne, enfin, l'État européen, si on peut le qualifier ainsi, il va fournir les talents, la puissance de calcul, les données, etc. Donc, il y a un guichet unique pour aller innover. Et c'est bien. Je comprends qu'en fait, l'Europe se dise, bon, on régule, alors il faut faire quelque chose pour stimuler l'innovation. Mais si en Europe, on en est à faire un guichet unique pour pouvoir innover, on est mal. Je pense pas que ça va fonctionner. C'est pas forcément néfaste, mais j'entends enfin, quel entrepreneur, en anglais on dirait in his right mind, se dirait, ah, je vais aller au guichet européen unique pour innover avec l'IA. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, on parlait la semaine passée en fait du nombre de startups et puis en comparant les États-Unis et l'Europe, on voyait bien qu'il y avait une différence absolument gigantesque. L'innovation, on connaît en fait les recettes. Et je ne crois pas que les guichets uniques dans les administrations, ce soit une recette magique pour stimuler l'innovation, surtout dans un domaine aussi rapide. Surtout si en fait on s'empêche d'avoir les derniers modèles comme on le disait avant, et puis qu'on ne peut même pas essayer. Ça, moi, je pense que c'est un très très mauvais signe. Et ça va prendre quelques années pour qu'on le voit, mais je peux m'imaginer que les entrepreneurs qui ont un angle très particulier, est-ce qu'ils vont prendre le risque de rester en Europe
ou en Suisse et puis de ne pas avoir accès aux dernières technologies, ou est-ce qu'ils vont aller au Canada, aux États-Unis ou ailleurs? Ben, je pense qu'on a la réponse. Les gens vont bouger. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Ça me fait penser à une présentation qu'avait donnée Bill Gurley dans le All In podcast qui s'appelait 2851 miles. Et justement, il parlait de quand l'État s'implique trop dans l'innovation, les problèmes que ça peut créer. Puis justement, j'imagine ce point central, guichet d'innovation. Enfin, En gros, ça c'est veut tout et difficile. rien dire, quoi. Ouais, et je trouve très effrayant en fait qu'on passe du temps pour légiférer. Et puis je suis sûr que les gens qui ont fait ça, c'est des gens extrêmement smart, puis ils font au mieux. Mais s'il faut aller auprès d'un guichet unique, ce terme guichet unique, je trouve qu'il est flippant. Et voilà, j'aimerais amener des innovations dans mon domaine. Je vais aller au guichet unique, mais non, en fait, c'est pas une bonne idée. Et je suis pas sûr que ce soit le rôle de l'État de fournir les talents, les données, et les infrastructures pour pouvoir le faire. J'y crois peu. Et d'ailleurs, si on regarde les faits, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'en fait, cette innovation, elle a lieu aux États-Unis et en Asie, et pas en Europe. Donc, comment on va faire pour en fait construire un guichet unique administré par l'État, en fait, en partant de quoi? Puisqu'au départ, on n'a pas grand-chose. Et c'est pour ça que je suis un peu inquiet avec cette régulation, parce que ça envoie un signal. Ça envoie un signal très fort que c'est pas ici qu'on innove, à mon avis. Alors peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, on sera très content d'avoir fait ça et que ça nous sauvera de je ne sais quoi. Mais la vérité, c'est que ces innovations, elles vont être inventées. Enfin, ce nouveau business, il est en train d'être inventé aux États-Unis, puis on va essayer de réguler ce que nous devrons acheter plutôt que de l'inventer ici. C'est un peu dommage. Ouais, et je pense que ça va être compliqué à réguler. Et de ce que j'ai pu voir avec toutes les discussions qu'on a ensemble et de ce que j'ai pu me renseigner, le plus grand frein maintenant à l'IA, c'est vraiment la source d'énergie, en fait. Et on le voit que tu as beaucoup de grosses boîtes, on en parlait la semaine passée, justement, qui prêchaient la durabilité. Puis maintenant que les choses se passent, on voit que la durabilité, c'est la première chose qui saute. Donc, on est des fois même à se demander est-ce que c'était du greenwashing ou vraiment une intention sincère. Mais là, on le voit que si on doit satisfaire les shareholders et puis rester en vie, voilà, la durabilité, elle saute. Et puis, c'est ce qu'est en train de faire Microsoft, qui a conclu un accord pour relancer la centrale nucléaire de Three Mile Island, et qui est le symbole de la catastrophe nucléaire de Ouais. 1979. Donc, on voit que voilà, j'imagine que le seul frein maintenant, ça va pas être les régulateurs, mais ça va être les besoins énergétiques liés à l'intelligence artificielle. Mais alors, bon, on va parler de cette centrale nucléaire, mais c'est aussi un indicateur. Le fait, en fait, que Microsoft puisse investir pour la remise en route d'une centrale nucléaire, ça montre que les freins législatifs, en tout cas aux États-Unis, ils ont été en tout cas un peu assouplis. Parce que prolonger la durée de vie ou remettre en fonction une centrale nucléaire, c'est quand même pas rien. Ça doit requérir un certain nombre de processus administratifs et d'évaluation des risques. Ça doit vraiment pas être piqué des hannetons. Et le fait qu'aux États-Unis, on aille si vite pour mettre en place des sources d'énergie décarbonées, soit dit en passant, hein, c'est quand même un des gros avantages du nucléaire, c'est pilotable et décarboné. Et donc, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle du point de vue des émissions de CO2. Alors, on peut se demander si les nouvelles sources d'énergie, il faut vraiment les consacrer à l'IA ou pas. Ça, c'est un autre débat. Mais si on se concentre sur la course à l'innovation, c'est encore un indicateur qui montre que les États-Unis ont parfaitement saisi les enjeux stratégiques qu'il y a derrière l'IA.
et qui sont même prêts à remettre en route des centrales nucléaires. Ça montre leur motivation. Alors en Europe, on n'en est certainement pas là, mais c'est clair qu'il va falloir du courant, enfin de la puissance électrique pour pouvoir faire ça. Peut-être juste encore un commentaire. On parlait avant des modèles de Meta. Ce sont pas les seuls, mais eux, ils ont le mérite de proposer de l'open source qui fonctionne bien. Mais le fait qu'ils développent des modèles beaucoup plus petits, qui sont entraînés une fois, ça consomme de l'énergie. Mais après, une fois qu'ils sont entraînés, en fait, des modèles plus petits, on peut les faire tourner en local, puis c'est pas hyper gourmand en énergie comparé à ces énormes modèles. Ce qui fait que oui, il va falloir de grandes quantités de courant pour faire tourner des très, très gros modèles, mais qu'il n'est pas du tout impossible qu'en fait, une série de modèles plus petits, adaptés à des applications particulières, permettent de répondre au moins en partie aux besoins. Puis là, ça résout une partie du problème. Euh, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être quelque chose à redéfinir, en fait, de ne pas avoir la version complète d'un chat GPT pour tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être mis en place justement bah, pour balancer dans cet aspect durabilité? Au final, tu n'as pas besoin d'avoir une machine qui te Ouais. permet de tout faire alors que tu n'en as pas forcément besoin. Et puis, Mais je pense très sincèrement que les mécanismes économiques qui vont s'en charger. Si, imaginons qu'on mette en place un chat GPT équivalent, etc., généraliste, en fait, plus le modèle est énorme et plus il consomme d'électricité, plus élevés seront nos coûts. Donc, nous, on aura un vrai intérêt à essayer de réduire cette consommation électrique pour que la facture d'électricité soit plus faible. Et puis, du coup, ben, ça se fait un peu tout seul. Si au départ, tu es obligé d'avoir un modèle immense pour tout, puis qu'il est généraliste, bon, ben, on s'adapte comme ça. Mais si après, on veut le faire fonctionner, puis vendre un système à quelques millions de personnes, c'est évident qu'il faut que le coût soit le plus bas possible. Puis si l'électricité, c'est une grosse partie du coût, ben, les gens vont bricoler pour trouver des solutions et diminuer la consommation. Parce qu'il y a deux trucs, hein. Il y a entraîner des modèles et puis faire fonctionner de gros modèles. Alors, entraîner des modèles, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a motivé leur décision d'investir dans des centrales nucléaires chez Microsoft, mais mon intuition, c'est que, enfin, mon impression, c'est qu'un, ils ont probablement l'idée d'entraîner des modèles gigantesques, parce que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, on entraîne des modèles toujours plus gros. Ils passent à la vidéo, ils s'entraînent plus seulement sur du texte, mais sur des flux vidéo. Donc, il faut beaucoup plus de puissance de calcul. Donc, peut-être que l'entraînement du modèle, ça requiert des quantités d'énergie phénoménales. Mais c'est pas impossible qu'après, pour le faire fonctionner, donc en anglais, on appelle ça inference. Donc, je sais pas si ça existe comme terme en français, l'inférence, mais c'est le fait de les faire fonctionner. Ben, il est tout à fait possible qu'après un très gros modèle, on puisse le rapetisser si on veut, et puis l'utiliser pour des applications bien particulières, puis qui sont moins gourmands en énergie. Euh, mais à mon avis, l'économie va s'en charger en fait. C'est un petit peu comme une voiture. Si elle consomme énormément d'essence, au bout d'un moment, les gens vont pas l'acheter parce que ça coûte trop cher, c'est trop onéreux, c'est trop dispendieux, ça n'a pas de sens. Et puis, on préfère tous qu'une voiture consomme moins, je crois. tu parlais de rentabilité et puis il me semble que c'était un des premiers discours de Sam Altman, donc le CEO et fondateur Mhm. de ChatGPT, qui disait voilà, on a une machine entre les mains extraordinaire. Par contre, on ne Mhm. sait pas encore comment on va la rentabiliser. Est-ce que tu vois un lien avec tout Alors, cet aspect de… Alors, c'est possible. Je dirais, il y a peut-être, je ferai deux commentaires. Le premier, c'est que, euh, OK, il dit qu'il sait pas comment le rentabiliser. Il a quand même réussi à lever 6,6 milliards de dollars, donc 6 600 millions. C'est quand même un chiffre, hein, ça se pose là. Et puis tout ça pour une valorisation de 157 milliards, à peu près, semblerait-il. Donc, je veux dire, quelqu'un qui vient de recevoir un chèque, enfin, qui attire des investisseurs à hauteur de 6,6 milliards pour une valorisation de 157 milliards, je veux dire, on a connu pire.
On est d'accord. Enfin, je veux dire, c'est pas si ça, c'est avoir un problème de, comment tu disais, de monétisation. Bon, je veux dire, c'est un bon problème à avoir. Donc, ok, c'est pas non plus la misère. C'est ça que je voulais dire. Ils ont quand même un plan et ils attirent quand même énormément de clients. Ils ont beaucoup de clients payants. Enfin, ils sont en train d'expérimenter cette chose. Je pense que la difficulté pour eux, elle est plus dans le plan à long terme, parce qu'on on en avait parlé, le mot, hein, comment est-ce qu'on fait pour se protéger des nouveaux entrants et de la concurrence. Bah, typiquement, on revient à Meta, mais si Meta, en fait, propose en open source des modèles qui sont extrêmement efficaces, t'as pas d'immenses barrières pour pouvoir faire une espèce de copie de ChatGPT qui fait à peu près la même chose, hein. Donc, à mon avis, le défi, il est plutôt là, mais je veux dire, quand on innove et puis qu'il y a un nouveau pan de l'économie qui est en train de s'ouvrir, ben, c'est une course. Donc, ce qui compte, c'est la rapidité. Ce qui compte, c'est de pouvoir essayer des choses. Je veux dire, il- je pense qu'il y a pas mal d'entreprises dans le monde qui échangeraient leur position compétitive avec OpenAI. Ils m'ont pas l'air d'être trop à plaindre. Et puis alors après, l'article qui dit qu'il est en train de chercher 7000 milliards, là, je pense que c'est un autre plan. C'est-à-dire que il y a ces modèles qu'il faut faire tourner sur des gros ordinateurs, puis pour ça, il faut de l'énergie, etc., etc. Puis après, si on a une vision encore plus grande, il faut déployer ces systèmes à un niveau mondial. Ça veut dire qu'il faut des sources d'énergie un peu partout, des tas de data centers. Puis là, alors effectivement, il faut un argent de dingue. Et je pense que c'est une des pistes qu'ils étudient. Évidemment, si on a un argent illimité, on peut construire une infrastructure partout dans le monde, mais c'est un peu similaire à ce qui s'est passé avec Internet. Je veux dire, au départ, pour les auditeurs qui ont assez d'expérience pour s'en souvenir, Internet, c'était avec le cornet du téléphone et puis ça faisait bip, 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 bip et puis ça n'allait pas très vite. Bon, ben maintenant, en fait, sur un téléphone portable, on a la 5G, ça va super vite, c'est disponible partout, donc la connexion à haut débit, elle est disponible partout. Encore plus avec comment ça s'appelle, Starlink, le truc d'Elon Musk là, qui marche avec les satellites. Donc, je veux dire, il y a une connectivité à haut débit absolument partout sur Terre. OK. Mais si on regarde les investissements qu'il a fallu pour mettre tout ça en place, tirer des câbles à travers les océans, tirer des câbles dans chaque pays pour amener la fibre, etc., etc., boulonner des antennes de partout pour avoir la 3G, puis la 4G, puis la 5G, c'est toute une aventure industrielle en fait qui s'est déployée avec des tas de niveaux différents. Et une manière de voir l'IA, c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est l'intelligence abondante. Et puis, si on fait l'hypothèse, qui me semble assez raisonnable, qu'en fait, on aura cette intelligence, alors il faut faire attention aux termes, mais cette intelligence qui devient réellement abondante, ça veut dire qu'elle est disponible partout, géographiquement, en tout temps, dans la quantité qu'on souhaite, avec différents modèles, des modèles qui seraient pas très malins, mais assez efficients, puis des modèles plus compliqués qui peuvent raisonner. Ben, si on voit les choses comme ça, effectivement, mettre en place des infrastructures pour faire ça autour de la planète, c'est du boulot. Je veux dire, il va falloir construire des tas de data centers, etc. Donc, voilà, si c'est ça leur plan, ben, il faut énormément de capital. Et puis, ils pourraient, dans cette vision d'avenir lointaine où il y a un système globalement déployé, se dire qu'ils ont un problème de rentabilité. Mais je crois pas qu'on en soit déjà là, hein. Je veux dire, la réalité, c'est qu'ils viennent de lever 6 milliards 6 pour une valorisation de 157 milliards. Je veux dire, on a eu connu pire. Et puis ils ont fait 1 milliard, il me semble, de chiffre d'affaires en 2023, de ce que j'ai pu Oui, lire. et ouais, Donc, et puis ça augmente rapidement, hein. Donc, en fait, ils sont certainement encore à perte, mais c'est pas. Je veux dire, c'est une autre manière d'aborder le business. Quand dans un domaine en fait qui se développe aussi vite, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un lead technologique, un lead en matière de marque, etc., etc. C'est pas du tout sûr qu'ils gagnent, hein. Je veux dire, on en avait parlé, mais avant Google, il y a eu Yahoo. Avant Yahoo, il y a eu AltaVista. AltaVista, personne s'en souvient. Pourtant, c'était le moteur de recherche pour Internet. Puis
sont plus là. Donc, J'aime beaucoup ce que tu dis sur c'est pas sûr qui gagne parce que je sais pas si tu as pu le voir, mais il y a Nvidia donc qui a lancé son LLM également. ouais. Euh, et donc eux qui fabriquent justement ces GPU que maintenant justement ils balancent leur LLM pour concurrencer ChatGPT. Donc je crois que c'est équivalent un peu au 4. Pas 4O, mais 4. Donc, je trouve ça super intéressant. Et c'est là où, comme tu dis, ben, il y a tellement de choses qui se passent, ça va tellement vite justement dans le développement. Et j'ai Ouais. l'impression que les barrières à l'entrée, elles ne sont pas forcément si élevées pour des mastodontes, tu vois. Ouais, alors il pour faut tout le beaucoup de sous, monde. hein. Pardon? Il faut beaucoup d'argent. Nvidia, c'est maintenant une des sociétés, je sais pas si c'est la plus grande, mais ils ont fait un bond en bourse qui est absolument dingue. Je pense que d'une part, ils savent plus quoi faire de leur pognon. Ouais, Je veux dire, c'est là où c'est intéressant. Tu te dis que pour les Microsoft, pour les Nvidia, pour les Google, pour des hein, mastodontes, les barrières à ouais, l'entrée, elles sont pas si élevées. Pour une petite boîte, une startup, ça va être plus compliqué. Mais pour hein, des grands groupes, ils ouais, peuvent développer ça assez rapidement. Puis tu as encore le ouais, ouais. growth de Elon Musk, de X. Tu as Gemini qui a l'air aussi d'être pas mal. Donc, Ah oui, c'est sûr qu'on n'est pas au bout. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, tous ces grands acteurs, ils développent des chips, hein. Nvidia, donc peut-être pour les auditeurs qui sont pas au courant, Nvidia, ils font les GPU, donc c'est les cartes graphiques que les gamers utilisent pour jouer en ligne ou faire tourner des jeux avec des graphiques incroyables et qui vont vite. Et puis comme faire entraîner ou faire fonctionner un modèle d'IA, ça procède du même type de calcul. Ce sont les chips des gamers qui sont utilisés pour faire de l'IA, maintenant évidemment qu'ils les optimisent. Et en fait, par exemple, Google, ils ont fait leur propre, ils sont en train de faire leur propre chip. Je veux dire, ils vont tous s'y mettre. Donc, en fait, les gens qui entraînent des modèles, ils sont en train de descendre dans la couche du chip. Et puis, évidemment, que Nvidia qui fait des chips, ils vont proposer un modèle en open source qui sera évidemment bien adapté à leur chip à eux. Ce que je ne sais pas, c'est comment Nvidia va faire pour avoir les bonnes données. Parce qu'un des avantages de Meta, qui a Facebook, Instagram, WhatsApp, ou Google, qui a plein d'applications, c'est que ces gens-là, ils ont des données. Grok aussi. L'IA de Musk, parce il a X.com, enfin, l'ancien Twitter, et ils ont donc beaucoup de données. Comme on avait dit, je pense que Musk, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire un LLM qui soit updaté en temps réel, ce qui est assez intéressant parce qu'il va pouvoir donner des news. Mais le fait que Nvidia concurrence ses clients, en fait, les clients de Nvidia, ils sont déjà en train de travailler sur le fait de faire des chips. Donc, tout le monde fait un peu tout. Et je pense que une des raisons, enfin, si je me mets à leur place, une des raisons qui pourrait motiver ça, c'est qu'en fait, dans le cas de Meta, c'est simple parce qu'en fait, eux, ils ont besoin de chips pour faire tourner ces IA. Google, la même chose et les autres, la même chose de même. Donc, quand ils disent, bon, ça va réduire nos coûts à terme et puis on a une moins grande dépendance, un moins grand risque. Donc, c'est assez logique qu'ils le fassent. Dans le cas de Nvidia, il y a une logique. La difficulté, c'est d'obtenir les données pour entraîner ces choses-là. Puis, que je sache, en fait, Nvidia, ils n'ont pas forcément une source de données qui est gigantesque. Mais bon, ils ont décidé de le faire. More power to you. C'est un modèle open source. Il sera certainement bien. Je l'ai pas encore essayé, mais c'est génial qu'ils le fassent. Et peut-être ce sera un super modèle. Donc, c'est bon signe. Mais ça montre encore une fois la vitesse à laquelle ça va. C'est complètement ahurissant. Je veux dire, c'est rien que pour suivre l'actualité en fait qui se passe dans ce domaine, il faut y passer pas mal de temps et c'est incroyablement dynamique. et c'est là justement où tu te dis ça n'a aucun sens de ce qu'on est en train de faire en Europe, toute cette histoire de régulation où ça va tellement vite, tu vas commencer à drafter des policiers, Ouais. drafter un Regulation Act, je ne Mhm. sais quoi. Et en fait, c'est les market makers qui décident en fait. Et tu vas t'es en train de réguler sur des choses
où tu n'as aucune connaissance. Donc, je pense que ces boîtes, de ce qu'elles release aujourd'hui, que ce soit Nvidia, OpenAI, Meta, etc., ils ont déjà peut-être 6, 12 mois d'avance sur des choses qui sortent aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression qu'on est vraiment largué par rapport à l'IA, en fait. Ouais, mais on se largue tout seul. Le fait, il y a deux niveaux, en fait. Le premier niveau, c'est est-ce que nous fabriquons, est-ce qu'on participe à la mise en place de cette industrie? Je ne parle pas d'avoir les idées, hein, je parle de l'industrie. Alors, on ne fait pas vraiment de chips, on ne fait pas vraiment de modèles. Encore une fois, il y a une exception en France, mais on ne sait pas combien de temps ils tiendront. En gros, on n'a pas grand-chose en termes industriels. On utilise en fait ces applications, et c'est probablement le play de la Suisse, c'est probablement ça qu'on va faire en Suisse, on va les utiliser. Mais maintenant, si on rajoute une couche puis qu'on s'empêche d'utiliser, enfin, on s'empêche, oui, on n'a plus accès aux dernières choses dans un domaine qui va aussi vite, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que ça met en fait un frein à l'adoption de ces technologies pour des usages qui sont complètement simples et absolument pas risqués, parce qu'on n'a simplement pas les derniers modèles. Donc, en fait, il faut passer à travers des VPN ou faire je sais pas quoi. Mais si tu es une entreprise, mettons une banque, et puis est-ce que tu vas prendre le risque d'utiliser un modèle que tu n'aurais pas le droit d'utiliser? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vas pas l'envisager. Et puis, ça permet de pas faire un prototype. Puis alors après, tu vas au guichet unique. Tu vois, ça me faisait tellement marrer de penser à ça. Je pense qu'il y aura le fameux guichet unique. mais je suis sûr qu'il y aura plein de mèmes où en fait on va aller au guichet unique, quoi. C'est une dinguerie. Et je veux dire, quand on te dit qu'il y a un guichet unique, tu sais que t'es pas au bon endroit. Ah oui, D'accord? c'est C'est sûr. l'obstacle ultime. Ouais, c'est l'obstacle ultime. Donc en fait, c'est dans ce contexte en fait, je pense qu'on se tire dans le pied et que le simple fait, quand quelque chose va aussi vite et puis qu'on n'a pas encore réellement conscience des applications qui seront derrière, parce que typiquement, ce que tout le monde voit, c'est bien sûr, il va y avoir des chatbots pour faire du service support, ça va aider pour faire du code, etc., etc. Il y a des applications qui sont évidentes. Mais je pense que ça va aller bien plus loin que ça. Ça prendra par contre plus de temps, mais ça va changer certains modèles économiques. Et en fait, quand le modèle économique change, il faut pouvoir se préparer. D'accord? Et moi, j'ai bien peur qu'il y ait une partie de la création de valeur en fait qu'on fait en Europe en fait qui commence à nous échapper parce que c'est simplement stocké dans du software et puis qu'on va simplement le payer à d'autres qui l'auront fait. Je pense que malheureusement, là, l'Europe, elle se tire réellement dans le pied parce qu'on s'empêche d'utiliser ces choses-là. C'est vraiment très étrange. Et puis, la liste des 100 grandes entreprises qui l'ont signé, ben, bien sûr, si tu es le patron d'une très grande entreprise, ben, tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas faire. Donc, tu peux pas ne pas soutenir certaines choses parce que la politique, ça compte aussi. Donc, moi, je suis assez sceptique sur cette approche-là. Je partage ton scepticisme et je pense que il va nous rester plus que l'application et avec des outils un peu obsolètes là. Ouais. Ça me fait penser à notre discussion de cet été liée à l'embauche d'un ancien responsable de la NSA qui, pour toi, allait justement limiter la Russie ou la Chine d'utiliser des outils comme ChatGPT. Bah, nous, en fait, on voit qu'on se tire justement une balle dans le pied tout seul, en fait. Et donc, pour parler d'application, je trouvais un article intéressant parce que on voyait souvent que tout ce qui était artiste, créateur, etc., était assez contre l'IA. Et il y a eu un certain scandale avec les utilisateurs de tout ce qui est graphic design, notamment contre Adobe. Adobe a justement a entraîné son IA avec tous les graphic designers qui l'utilisaient. Et là, on voit que will.i.am, un des chanteurs de Black Eyed Peas, est à fond derrière l'IA et que justement, il trouve que c'est une très bonne chose pour son industrie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, disons, par rapport à Adobe, je comprends en fait la colère des utilisateurs s'ils ont le sentiment qu'en fait leurs données, elles ont été exploitées à des fins injustes.
Juste pour clore sur notre discussion précédente, en fait, quand c'est une entreprise américaine qui a tes données, en fait, ils font comme ils veulent. Et le fait qu'on se prévienne de faire émerger des géants de la tech en Europe, ben, c'est ça qui va nous arriver again, d'accord? Donc voilà. Mais maintenant, du point de vue du geste artistique et puis de l'invention, c'est évident que l'IA, elle va tout coloniser. Elle est déjà en train de le faire. C'est plié. Alors, ça va pas du tout remplacer les artistes, ça va simplement influencer ou modifier un peu le processus de création. Le principe de l'art, c'est justement de dire des choses qu'on ne pourrait dire ou qu'on ne saurait dire autrement, donc de faire ressentir une émotion. Donc, c'est simplement un outil de plus qui permet de générer des choses nouvelles et ça remplace pas l'artiste parce que ces modèles, ils sont pas intelligents au sens où ils ont des idées tellement nouvelles. Ils peuvent combiner des choses de manière nouvelle, mais je pense que de faire une bonne utilisation de cet outil, c'est génial pour les artistes. J'en connais plusieurs qui travaillent depuis plusieurs années, en fait. Donc, c'est pas une chose nouvelle. Lui, c'est simplement un artiste avec un très, très gros profil et puis il a produit des choses extraordinaires. Donc, c'est bien qu'ils le disent. Il y en a d'autres. Hein. Je pense dans le cinéma, ça va être, ça va tout bouleverser. Il y avait ce truc, j'entendais, où on pourra bientôt remplacer en fait la tête d'un acteur par un autre acteur. Donc, tu pourras choisir ton James Bond avec Sean Connery ou tel et tel, et puis poum, ce sera changé à la volée. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est en train d'arriver. Le fait que tu puisses comme ça, imaginons pour une entreprise qui soit pas gigantesque, si tu veux faire une petite vidéo publicitaire. Alors, bien sûr que si tu as un staff avec un créatif, etc., puis qui te fait une vidéo, ça va être plus léché, de meilleure facture, une meilleure idée. Mais quand même, pour une entreprise pas trop grande qui a pas forcément les moyens, c'est peut-être l'occasion de passer 1 ou 2 journées en promptant et puis d'avoir une vidéo à la fin. C'est quand même assez intéressant. Donc, c'est more power to you. Et je crois que ce que font ces outils, en fait, c'est qu'ils décuplent les forces et la créativité. Ils les empêchent pas. Ils les décuplent. S'ils sont bien utilisés, bien entendu. Et donc oui, il a raison. Je pense que ça va être une fête de la créativité tous azimuts pour les gens qui sauront s'appuyer sur ces outils. La même chose dans les entreprises d'ailleurs. Ça va booster l'innovation si on sait l'utiliser puis qu'on a un plan qui fait du sens. Donc non, moi je pense que c'est absolument super. Il y a d'ailleurs une artiste, Maria Gouta, qui est à Neuchâtel, qui utilise c'est LLM depuis plusieurs années. Et puis, elle a toute une vision artistique de comment le faire. Elle crée des personnages fictifs sur les réseaux sociaux. Elle invente des choses qui sont complètement folles. Je crois d'ailleurs qu'elle avait même fait une fois mourir un de ses personnages imaginaires digital. Enfin, elle imagine ses vies, des différentes vies. Voilà, il y a une créativité qui est folle. Donc, euh, moi, je trouve ça hyper intéressant, hyper cool. Et puis, je me fais pas du tout de soucis pour les artistes. C'est au contraire. Par rapport aux artistes, enfin, je vois bien l'aspect de démocratisation où justement, bah, avant, peut-être pour aller en studio, il te fallait que tu sois un artiste reconnu et que là, maintenant, ça rend accessible plus de technologies, que ça soit au montage, au mixage, etc. Mais comment tu vois le fait de monétiser en fait par rapport aux artistes ou parce qu'avant, bon, à l'époque, on achetait des CD, après on est passé sur tout ce qui est YouTube, Spotify, où ils se rémunèrent, et puis maintenant, imaginons que voilà, tu as de plus en plus d'IA. Comment ça va fonctionner? Est-ce que tu vois quelque chose se dessiner ou c'est encore trop tôt par rapport à ça? Alors, je pense que c'est un peu trop tôt, mais une chose qu'on observe, c'est qu'en fait, les spectacles en live, ils vont prendre plus d'importance. Si tu vas voir un humoriste et puis qu'en fait, tu le vois interagir avec la salle en temps réel, puis qui fait des blagues quand quelqu'un fait un commentaire ou s'il y a un téléphone qui sonne, en fait, ça ajoute à la chose. Ou un concert de musique, par exemple. Écouter une chanson sur Spotify, c'est pas tout à fait la même chose que d'aller à un concert. Donc, je suis pas du tout inquiet pour les artistes parce que je pense qu'ils auront plein de moyens de monétiser ces choses-là, de commenter leur art, etc. L'art, c'est la nourriture de l'âme, donc ça va gagner en importance. Ça permettra peut-être à des artistes qui sont moins
moins nanti de proposer une vision intéressante. Donc, pour moi, plus on peut favoriser l'émergence d'artistes nouveaux, mieux c'est. Donc, ça m'inquiète pas du tout outre mesure. Maintenant, c'est possible qu'il y ait certaines formes d'art qui sont en train de perdre un petit peu de vitesse, comme par exemple le cinéma. Le cinéma, ce qui a fait émerger le cinéma, c'est qu'en fait, tout d'un coup, il y a la caméra à bobine, hein, donc avec des films argentiques qui arrivent. Et puis maintenant, en fait, si tu as un iPhone, tu peux filmer. Ça fait pas de toi un grand cinéaste. Moi, c'est quelque chose dont je suis absolument incapable. Mais quelqu'un qui a l'œil, qui a une vision artistique, qui veut faire quelque chose, s'il a un smartphone, en fait, il peut y aller. Et je trouve ça bien parce que ça démocratise ces outils qui permettent l'expression. N'empêche, si on n'a rien à dire, le résultat est mauvais. C'est pas l'IA qui va faire le film, c'est le geste, c'est l'intention, c'est l'idée, c'est la manière de filmer, etc. Et ça, je crois pas que c'est pour demain que l'IA remplace ça. Par contre, l'IA, elle enlève des barrières d'entrée parce que tu pourras diffuser ton film sur ton propre site internet en 3 clics, parce que tu pourras faire du marketing là autour. Donc, pour les maisons comment on appelle ça, les maisons d'édition ou les producteurs, ça, je pense que ça va être un souci. Parce que si pour faire un film, il n'y a plus besoin je sais pas, 10 millions, 100 millions, mais qu'il y a besoin juste d'une excellente idée, mais que les moyens de production sont faciles, ben ça va faire plus de production. Alors, il y aura du bon et du très bon et du très mauvais, comme toujours, hein. Quand tout d'un coup quelque chose se démocratise, on peut penser, c'est une analogie que j'aime bien, si on réfléchit au moment où l'imprimerie a été inventée puis qu'on a pu commencer à éditer des livres. Alors, ça a été une révolution qui était plus lente, hein, maintenant ça va beaucoup plus vite. Ben, les gens, ils se sont dit, bon, ben, maintenant, on va tous écrire sur un sujet. Alors, il y a eu certainement du très, très mauvais, mais la civilisation dans laquelle on baigne aujourd'hui, elle est aussi le résultat du fait qu'il y a d'innombrables personnes qui ont eu voix au chapitre, qui ont pu s'exprimer. Et si donc c'est vraiment la technologie qui dicte le coût de production d'une chose, mais ça n'en fait pas la qualité. Ça permet de faire à moindre coût un film, une chanson, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Et puis après, moi, je reste assez confiant dans le jugement des gens. Là, on est dans une période un peu de transition, mais en fait, les gens vont s'habituer et puis ils vont dire, ah ben tiens, j'adore cette chanson, etc., etc. Et peut-être il y aura aussi de hyper custom music. On peut imaginer en fait que suivant tes goûts, les chansons s'adaptent en temps réel en fait à ce que tu souhaites. Il y a des tas de modes de consommation de l'art qui peuvent émerger. Mais moi, je trouve ça très excitant. D'ailleurs, je suis pas sûr que les artistes soient si inquiets. C'est more power to you. Donc, je pense que c'est bien. Plus d'artistes, plus de puissance pour les artistes, c'est cool. On pourrait aussi imaginer, je pense que ça doit déjà se faire, mais des artistes, un artiste ou une artiste qui serait 100% IA. Évidemment, derrière, tu aurais, Ouais, un humain, parce qu'on l'a vu ouais, on a vu dans une boîte en Chine, ça date quand même maintenant, je crois, il y a 2 ans en arrière, où le CEO, c'est une IA, une femme, et puis qui ouais. prend des décisions, etc., etc. Donc, potentiellement, on pourrait avoir quelque chose de cette nature. Mais je crois que ça existe déjà. Moi, j'avais écrit une conférence pour quelqu'un et c'était il y a peut-être 4 ou 5 ans et Nvidia avait déjà fait une IA qui compose de la musique toute seule. Je pourrais retrouver, on mettra ça en lien, mais les chansons sont bien, hein. Et donc c'est une vieille affaire. Et je pense que bon, ça existe déjà, c'est cool. Est-ce que le fait qu'un jingle à la radio, il soit fait par une IA ou fait par un humain, ça change grand-chose? Je suis pas sûr. Donc, je pense que c'est déjà là. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. J'ai du mal à imaginer que les grandes maisons de production ou les artistes, ils se nourrissent pas de ces outils-là. Mais c'est un peu l'analogie vaut ce qu'elle vaut. Mais si on pense au sampler, donc c'est le fait que tu fais de la musique, il y a un son, tu l'enregistres, tu le mets dans une boucle, puis tu le repasses. Ben, un sampler maintenant, c'est disponible partout. On peut même faire ça avec un Mac assez facilement. Ça veut pas dire que tout le monde est David Guetta.
Exact. T'es d'accord? Exact, Enfin, 100%. voilà, si quelqu'un dit, mais moi j'ai le talent de David Guetta, en fait, ce qu'il fait, c'est facile. Ben mec, vas-y, more power to you, go. Tu peux le réaliser. Et voilà, il y a moins d'excuses, mais à mon avis, ça stimule la créativité. D'ailleurs, moi, je suis un certain nombre d'artistes sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur des jeunes et des moins jeunes, mais tout d'un coup, ils ont une idée pour une nouvelle chanson, un mix, quelque chose de sympa. Eh bien, en fait, ils produisent cette chanson, ils la filment, ou un remix, ou etc. Enfin, une idée musicale. Et puis, ils la diffusent sur TikTok. Ça leur coûte rien. Puis, ça leur fait 10 vues, 100 000 vues, 10 millions de vues. Puis, leur modèle économique, il est là, en fait. Si les gens adoptent cette chose, c'est c'est que ça leur plaît. Donc, je trouve ça assez bonheur. Et honnêtement, il y a des pépites un peu de tous les côtés. Et je pense que ça va simplement commencer à bourgeonner de partout. Ce sera peut-être plus un label qui a décidé d'investir dans cet artiste pendant 20 ans, puis d'avoir un catalogue de chansons, puis de lui faire sortir un disque tous les X. C'est un peu plus une boîte de pétri, quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc voilà, mais si c'était si facile de faire un hit, tout le monde le ferait, en fait. Et maintenant, on peut, en fait. Moi, j'ai pas ce talent, je veux dire, mais je pense quand même qu'il y a des artistes qui font des choses extraordinaires. Guetta, ou les Daft Punk, par exemple, extraordinaire. Les Daft Punk, ils ont fait, ou même The Weeknd, il a fait des titres. Si on écoute ce qu'il a fait au début, c'était déjà vraiment bien. Donc, il y a des gens, en fait, qui ont un sens de ce que les gens vont apprécier. Ils trouvent quelque chose, ils ont une idée un peu unique et ça plaît. Maintenant, ces outils se démocratisent et peut-être que ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à plus de talents d'émerger. C'est bon. Plus de bonne musique, c'est bien. Nous, je pense qu'on fait partie des, si on regarde encore la mass market, on fait partie des early adopters. Donc, il y a peut-être des personnes parmi les auditeurs qui vont dire, mais pour qui ils se prennent, comment ça se fait que on laisse un artiste utiliser de l'IA pour générer sa musique ou mixer. Il n'y a plus justement, on est en train de perdre, voilà, soit tu es créatif, soit tu es bon et tu le fais toi-même. Et on l'a vu dernièrement, enfin cette semaine, avec le tennisman Tsitsipas, qui a fait une publication et qui a été analysée par je ne sais qui. Et les personnes ont découvert que c'était généré par l'IA et il s'est fait ramasser. Donc, on voit encore qu'il y a des gens qui sont en train d'hésiter et qui refusent d'utiliser ces outils. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'au final, on a le droit d'utiliser ça? Enfin, tu vois, c'est assez drôle. Non, mais alors, déjà, juste pour clore sur notre précédente discussion, si quelqu'un pense qu'en fait, c'est si facile, en fait, il faut y aller, quoi. Google, AI Assistant to create music, essayez. Ouais, c'est pas simple. Donc, je pense quand même que c'est un outil parmi d'autres. Après, le tennisman, là, je suis pas sûr, je veux pas écorcher son nom, Tsitsipas. Tsitsipas. Si j'ai bien compris, en fait, il a publié un texte pour améliorer son sport. Donc, je veux dire, moi, je trouve qu'il a très bien fait d'utiliser ChatGPT pour améliorer son orthographe, sa syntaxe, etc., etc. Si maintenant, lui qui utilise sa position d'acteur important d'un sport comme le tennis, il utilise son aura pour imposer, enfin, pour proposer une réflexion et puis une amélioration du sport, là, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait un peu réfléchi à la chose. Mais c'est pas parce qu'il l'a passé dans le chat GPT qu'il n'y a pas réfléchi. Attention, moi, je comprends pas, en fait, très bien cette polémique, je dois dire. Si ça se trouve, moi, je pratique pas le tennis, mais si ça se trouve, les propositions qu'il a faites sont intéressantes. En fait, c'est de ça dont on devrait parler, des propositions, pas de la manière dont il les a pimpées ou corrigées. L'autre chose, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, aujourd'hui, qui s'expriment pas parce que mettre sous la forme écrite un raisonnement et un texte, c'est pas si simple. C'est quelque chose qui s'apprend, ça s'apprend en faisant des études.
évidemment en pratiquant après, mais c'est pas si facile. Et en fait, si ça se trouve maintenant, il y a des gens qui n'ont pas forcément la capacité à s'exprimer de manière superbe, qui vont pouvoir avoir une voix parce qu'ils vont mettre ça dans le chat GPT, puis qu'en fait, c'est eux qui vont driver ce processus-là, c'est-à-dire qu'ils vont parler peut-être par oral avec ChatGPT, dire voilà, bah écoute, j'ai une idée, da. Ou les gens qui sont dyslexiques, qui ont du mal à s'exprimer ou à écrire de manière tout à fait correcte, on utilise déjà des correcteurs d'orthographe, je ne vois pas ce que ça change, c'est la même chose. À partir du moment où c'est une mise en forme des idées qui viennent des gens, je pense que ça dérange pas du tout. Au contraire, en fait, c'est more power to you. Il y a plus de gens qui n'ont pas forcément les outils, presque on pourrait dire sociaux, hein, pour pouvoir s'exprimer de manière adéquate. C'est difficile d'écrire des textes qui ont du sens. Je veux dire, il y avait un des gars qui s'occupe des MBA à Harvard, il a dit si vous n'utilisez pas l'IA générative, vous partez. Voilà, mais pourquoi il dit ça? Parce que c'est exactement comme si, il y a 20 ans, on avait dit à quelqu'un, interdiction d'utiliser Google, tu vas à la librairie et tu demandes tu demandes à la bibliothécaire de te conseiller des ouvrages, puis tu les lis à la main. Tu les trouves à la main. Ça n'a pas de sens. Donc, la question, c'est pas, est-ce qu'il a bien fait ou pas bien fait d'utiliser ChatGPT? Moi, je pense que c'est évident qu'il a bien fait de l'utiliser. Je dirais, la seule remarque qu'on peut faire, c'est s'il utilise sa position de joueur de tennis important pour proposer une évolution de ce sport, il faut le juger sur la qualité des idées qui sont exprimées. C'est tout. Et puis, voilà. Alors, l'autre chose, moi, que j'encouragerais les auditeurs à faire, c'est de dire, en fait, quand ils utilisent l'IA, parce que je pense qu'ils doivent le faire, il faut, simplement, il faut être un peu transparent. Typiquement, si vous avez un site Internet, puis vous voulez le traduire en 4 langues, OK, ben, vous pouvez utiliser l'IA, DeepL Pro, etc., etc. Et je pense que typiquement, pour la plupart des entreprises, à part l'État ou des entreprises extrêmement pointues et qui ont des raisons de le faire, vous le rédigez en français si c'est votre maternelle, en anglais, peu importe la langue de départ. Et puis après, on rajoute des langues et puis ça traduit tout seul. Mais par contre, j'indiquerai au lecteur broadly translated with DeepL Pro. Comme ça, si toi, comme locuteur de l'espagnol, tu vois un truc, tu dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, c'est la version française qui fait foi, par exemple, tu vois. Mais ces choses-là, elles existent déjà, parce que dans Google, tu peux traduire automatiquement une page dans une autre langue. Donc, les gens le font déjà. Et je pense que pour la rédaction de contenu, il faut simplement bien veiller au fait que si on écrit quelque chose, c'est sa parole qu'on engage, c'est son nom, c'est sa personne, son image. Donc, si on propose une révolution du tennis, ben, il faut relire ce texte et puis s'assurer qu'il ait du sens. Mais moi, je suis incapable de juger si ce qu'il propose pour le tennis fait du sens ou pas. Je ne sais absolument rien. Donc, je m'en fiche, mais je trouve qu'il a bien fait d'utiliser ChatGPT. C'est un shortcut où on juge la forme plutôt que le fond. Ouais, Et je pense que c'est exactement. une bonne transition pour refermer justement cette première partie sur l'intelligence artificielle. Il y a pas mal d'autres news qui ne sont pas forcément liées à l'IA que j'aimerais aborder avec toi. Et notamment un des gros points dont beaucoup de personnes discutent actuellement, que ça va du C-level aux employés, c'est tout le fait du télétravail. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de grosses boîtes, et moi, j'en connais aussi pas mal, que ce soit à Genève ou à l'étranger, type banque privée, où les patrons, ils en ont marre du télétravail et ils demandent justement à leurs employés de revenir. Donc, il y en a qui le tolèrent encore 1 à 2 jours par semaine. Mais on voit que les choses sont en train de tourner, et notamment par rapport à l'innovation, par rapport à la communication qui est assez compliquée. Ben, je dirais, c'est pas très étonnant en fait, parce que si quelqu'un fait alors je dirais, ça dépend de la taille des entreprises. Une entreprise où il y a 10 personnes, c'est pas tout à fait la même chose qu'une entreprise où il y en a 10 000. On peut pas trop faire de généralité, mais on voit en fait qu'il y a un vrai retour vers le bureau.
je pense qu'il faut être prudent avec ça. Il faut le faire que si en fait il y a une vraie nécessité pour l'entreprise, typiquement parce qu'il faut innover. Si tu as une entreprise qui fait, mettons, du software et puis que il faut introduire l'IA pour avoir une nouvelle UI, pour réinventer le produit, etc., ben, c'est compliqué de faire ça uniquement à distance. Donc, il y a des cas où quand il faut innover, en fait, c'est beaucoup plus pratique de se voir. Donc ça, je peux le comprendre. D'un autre côté, si on veut attirer des talents qui soient extrêmement recherchés, leur faire une vie agréable, ça peut être aussi pas mal. J'ai vu qu'il y avait je sais plus comment il s'appelle, tu m'as envoyé la news, mais un des cofondateurs d'OpenAI qui a été réengagé par Anthropic, il travaille en Hollande. Bon. Mais ben, tu sais quoi, quand tu es un cofondateur d'OpenAI, tu travailles de où tu veux. Ah oui, Exact. parce que tu es une star. Donc, voilà, c'est comme ça. Il y a la vie est injuste. Il y a des gens, en fait, qui sont tellement forts et tellement autogérés, et matures dans leurs contributions qu'ils font à l'entreprise qu'ils peuvent. Il y a des types de tâches où tu peux pas. Suivant ce que tu as comme job, tu peux simplement pas travailler à distance. C'est juste pas possible. Si l'entreprise doit tout d'un coup se réinventer, moi je comprends assez bien qu'on dise aux gens, bon allez, venez, il faut qu'on se rassemble parce qu'il y a tout cet informel qui peut circuler et ça booste la capacité à innover et à faire autrement. C'est clair que si tu as plein de petits travailleurs qui sont chez eux puis qui se croisent jamais, tu peux être efficace pour produire quelque chose que tu as décidé de produire, mais c'est plus difficile de faire évoluer ce que tu produis. Donc, une entreprise qui doit innover, je peux comprendre qu'elle fasse venir les gens au bureau un peu plus, mais ce qui, à mon avis, a changé, c'est pas télétravail ou pas télétravail. Ce qui a changé définitivement, c'est qu'en fait, l'entreprise maintenant, elle doit s'adapter. Et en fait, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise qui dit bon ben là, on a un sujet, on a un problème avec tel et tel dossier parce qu'il faut qu'on fasse ceci, cela. Si on explique aux gens et puis qu'on les traite comme des gens raisonnables, qu'on dit bon ben ok, comment est-ce qu'on organise tout ça, mais qu'on fait preuve d'adaptabilité dans la manière dont on le fait, ça va très bien. Ce qui va pas fonctionner, c'est de dire bon les gars, tout le monde travaille à la maison, maintenant tout le monde de retour. Tu peux pas faire des grands coups, de barre. C'est pas comme ça qu'on pilote un navire. Donc je pense qu'il faut être dans la finesse et dans la subtilité, et puis dans il faut expliquer clairement en fait les problèmes qu'on essaie de résoudre. Dire aux gens revenez au bureau parce que je l'ai décidé, ça va pas marcher. C'est pas raisonnable. Mais dire aux gens, écoutez, il faut qu'on arrive à être plus performant sur telle et telle chose, sinon on est en danger. Euh, voilà, il faut raconter la bonne histoire et puis savoir convaincre les gens, puis leur donner envie de venir au bureau. Parce que les localiser géographiquement au bureau, ça va pas beaucoup aider. Il faut qu'ils aient envie d'être là. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, on a cru que c'était la fin des bureaux. Après, c'est tout d'un coup la fin du télétravail. Je suis pas sûr. Je crois que la vérité, elle est au milieu. Ça dépend énormément des entreprises, de leur taille, de leur domaine d'activité et de la phase dans laquelle elles sont. Ouais, et ça me fait penser à quelque chose où tu vois que tu as pas mal de boîtes au final qui sont devenues des immenses institutions financières, limite des banques où ils fabriquent plus eux-mêmes leurs produits. Et donc là, tu te dis, bah, au final, on fabrique plus rien. On est juste en train de gérer de l'argent, donc tu as un bon CFO. Ouais. Et maintenant, si en même temps, tu n'as plus d'employés qui sont dans les bureaux, dans les espaces, donc tu as toute cette adaptation que tu ne seras pas capable de faire, cette Ouais, innovation et toute cette transformation qui est en train de se ouais. produire, bon gré, mal gré, Ouais. hein, parce que même si tu n'as pas envie d'utiliser l'IA, bah, tes compétiteurs, ils vont le faire. Et puis, à un moment donné, tu vas devoir changer. Donc, c'est là où le business est en train de revenir un peu au back to basic, en fait. Ouais, back to basic. Et puis, je pense qu'il y a un autre truc, c'est Scott Galloway. Alors, c'est en anglais, mais je vous encourage beaucoup à l'écouter. Il discutait de ce problème et je pense il amène un point intéressant. En fait, le bureau,
c'est quand même un endroit où on rencontre d'autres êtres humains. Alors, en faire une obligation, puis de dire, les gars, vous devez arriver à 8h00, sinon vous êtes licenciés, ça va pas, mais d'avoir un lieu, un territoire où les gens se rencontrent. J'avais lu une stat qui disait qu'un tiers des gens rencontrent leur conjoint sur le lieu de travail. Bon, il y a quelque chose de social en fait dans le fait d'aller au bureau, avoir des copains au bureau, c'est sympa, prendre un café avec les gens au bureau, c'est sympa. Et je pense que le bureau, il a aussi ses mérites. C'est-à-dire que si on a une génération de gens en fait qui sont avec leur laptop dans leur lit, qui restent tout le temps chez eux, ça m'a pas l'air d'être. Enfin, peut-être qu'ils peuvent s'équilibrer autrement, qu'ils font un footing le matin, j'en sais rien, mais à moins d'être réellement extrêmement fort psychiquement, de savoir mettre en place des routines tout seul, etc., etc. Mais je crois pas que ce soit dans. Je pense qu'il y a énormément de gens en fait qui sont pas tristes d'avoir un lieu dans lequel ils se rendent pour simplement socialiser. C'est aussi bonnard. Un truc qui est bonnard dans le travail, c'est les autres. Alors des fois, c'est un malheur parce qu'ils nous embêtent, mais euh, se confronter à l'autre, à l'altérité, aller dans un bureau, faire des choses avec les gens, être créatif, faire face aux difficultés, c'est quand même sympa. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose en fait de remettre aussi les gens un peu ensemble. Il y a c'est pas un sujet dont on avait décidé de parler, mais il y a cette crise absolument partout de la dénatalité où on voit les taux de fertilité qui chutent. On peut peut-être en parler la semaine prochaine, mais je dirais, moi je sais pas du tout pourquoi ça se passe comme ça, mais je dirais quand même que de faire en sorte que de temps en temps les gens aient une excuse pour se rencontrer, c'est pas mal. On l'avait vu pendant le Covid, ces espèces de Zoom où on prend le café ensemble à 9h, ça n'a pas tout à fait la même saveur que de rencontrer les gens au café. C'est Ouais. plus une mesure contre mauvaise fortune, bon cœur. Bon, ben, si on est tous coincés à la maison, on va faire. Mais je trouve pas que c'est une vie très rigolote que de devoir tout le temps se voir à travers des écrans. Il me semble qu'il se passe autre chose quand on rencontre de vrais êtres humains en chair et en os et qu'on les voit pour de vrai. Donc, il y a tout ça aussi. C'est le mode d'organisation. Il doit pas uniquement être pensé pour l'efficacité de l'entreprise et son rendement ultime, mais il y a aussi le bien-être des gens. Et moi, je suis pas tout à fait certain. Je sais pas s'il y a des études qui le montrent, mais je sais pas comment les gens qui sont tout le temps en remote le vivent. Mais je ça doit pas être évident. Il y a peut-être une partie des gens qui ont une psychologie, enfin une manière d'être au monde qui fait que ça leur convient très très bien. Mais je suis pas certain que ce soit la majorité. Je pense que tu en as pas mal qui sont contents justement parce qu'ils sont en train de fuir une culture toxique d'une certaine boîte et tout, où justement tu te dis, bon, au final, je préfère être chez moi et puis voilà, garder mon boulot Ah bah. plutôt que. Tu vois, donc tu as un peu ce changement qui est en train de se faire, qui doit Mhm. se faire, où on a vu que les gens étaient capables de performer même en bossant de la maison, même si c'est en train de baisser. Et moi, je discutais justement avec une responsable RH la semaine passée, et puis il y a aussi euh, toute cette vague de licenciements qu'ont fait les boîtes tech où tu te rends compte que tu as 30-40% de ton staff, en gros, qui ne fait pas grand-chose. Et je discutais justement avec cette personne des RH et elle me dit, c'est vrai que nous aussi, on est en train de regarder parce que tu as beaucoup de personnes qui font rien. Et à un Mhm. moment donné, je pense qu'il faut l'accepter. Et je ne veux pas remettre l'IA encore dans la boucle, mais où on va voir que tu as de plus en plus d'employés qui vont se retrouver sur le carreau parce que d'une, voilà, ils sont pas présents au bureau, donc ça te permet de pas, ça te permet pas de construire ce lien social que tu pourras avoir avec Mhm. ton chef ou tes collègues et justement avoir cette intelligence collective. Et si certains employés ils n'ont pas ce mindset shift, ça va plus coller avec les objectifs d'une boîte en fait. Et Mhm. c'est là que ça devient problématique. Alors, 100% avec toi. Ah bah, maintenant, si une boîte, elle cultive, je sais pas si quelqu'un fait ça exprès, mais si par malheur, en fait, une entreprise ouvrez les guillemets, toxique et qu'il y a une ambiance qui est délétère et qu'en fait, c'est pas agréable, ben, c'est ça qu'il faut résoudre. C'est pas un problème de home office, problème d'entreprise au départ, tu vois. Et, 100%.
et puis après, les gains d'efficacité, ils sont massifs, massifs. C'est absolument ahurissant. Et ça, c'est évident que pour certains emplois, le coup près est en train ou est déjà tombé. Ça, c'est sûr et certain. On le voit en fait en Californie. Hein, mais je pense que là, il n'y a pas de miracle. Mais il ne faut pas trop s'en faire non plus. C'est-à-dire que des jobs absurdes qui peuvent être remplacés par ChatGPT, il faut simplement aider ces gens à se repositionner dans le système économique et puis ils feront quelque chose de plus intéressant. Il faut pas trop s'en faire, quoi. C'est pas dramatique. On verra. Mais je pense que c'est la première fois qu'on aborde ce point. Je pense pas que ça sera la dernière fois. Ok. Parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en jeu à ce niveau-là, que ce soit culture d'entreprise Mhm. et productivité. Et que le remote, enfin, moi, je le vois souvent avec euh, des startups aussi qui veulent se lancer et ils pensent que tout peut être fait Ouais. remote. Ça, C'est quand même assez compliqué de monter un mhm. business si tu vois pas tes cofondateurs Non, non, ça, c'est presque clair. Je 24 suis heures sur entièrement 24. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ça, c'est sûr. Mais ça, c'est l'exemple peut-être le plus criard d'innovation. On parlait avant, si une société, elle doit innover, en fait, il faut que les gens puissent se voir. Ben, une start-up qui doit pivoter tous les quarts d'heure, on peut dire qu'elle innove, quoi. Et il faut aller à la rencontre des clients, il faut essayer ceci, il faut essayer cela. Donc, c'est sûr que moi, j'y crois peu, sauf pour des boulots qui sont super bien définis. Mais par contre, si les gens dans une entreprise, ils fuient le bureau parce que l'ambiance est toxique ou très désagréable, ben, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ça va pas? Il faut, je veux dire, c'est évident. Puis d'un autre côté, d'avoir quand même la possibilité, d'avoir cette flexibilité de faire du travail à distance. Si les gens sont performants, qui sont suffisamment matures pour se prendre en charge et bosser, puis pas essayer de pas bosser. Mais je pense que les gens qui fuient leur travail puis qui arrivent à pas bosser, c'est qu'en fait, ce sont des postes qui sont destinés à disparaître. Voilà, c'est comme ça. Euh, J'arrive sur la prochaine news où on apprend que le footballeur Kylian Mbappé, donc la star du Real Madrid, en train de diversifier ses investissements. Donc, il y a quelques semaines de ça, quelques mois en arrière, il a racheté un club de foot. Là, on voit qu'il a investi dans une boîte qui s'appelle Levé, donc une grande société qui fabrique justement euh, comment dire, Les j'en perds même télévisions. des télévisions, tout ce qui est électronique de haut de gamme, donc Mhm. des systèmes audio, des téléviseurs, etc. Et justement, ça va les aider à booster en fait leur présence à l'international. Qu'est-ce que tu en penses de ça, justement, de voir des footballeurs, c'est un peu comme les stars des NBA qui diversifient à fond, mais Mhm. qu'ils sortent, voilà, il n'y a pas que, ils investissent pas forcément dans le foot, mais ils investissent dans des sociétés électroniques, technologiques. Mhm. Bah, alors, certainement que Kylian Mbappé est extrêmement, excessivement bien conseillé, puis entouré de gens qui connaissent ça sur le bout des doigts. Donc, certainement un bon placement. J'ai pas trouvé le montant de la transaction, donc je sais pas s'il a réellement investi. Ce que disait le communiqué, c'est qu'il avait maintenant 10% du capital du groupe. Mais Mhm. si ça se trouve, il a mis un peu de sous ou pas, et puis ce qu'il fait, c'est qu'il paye in kind, pas in cash. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir avec les footballeurs, c'est que ces gens sont des marques aussi, en plus de merveilleusement bien jouer au foot, ils sont des marques qui sont universelles, globales. Ça marche pratiquement dans tous les pays du monde. Tout le monde connaît Mbappé. Enfin, je sais pas quelle est, mais je veux dire, il y a peu d'individus en fait dans le monde qui sont aussi connus et qui ont une aussi bonne image que lui. Donc, quand quelqu'un comme Mbappé s'implique avec un fabricant de consumer électronique qui fait des télévisions et des haut-parleurs, la valeur de cette société, elle explose. Parce qu'en fait, c'est
un aspirateur marketing, c'est un coup de pub qui est absolument génial. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, hein, moi, je connais quand même assez bien le secteur du consumer électronique. Je me suis dit, mais Lové, je suis d'abord tombé sur une marque de chaussures. Et puis, pour après tomber sur les télés, ils font des espèces de U-boom. Bon, j'ai regardé en vitesse, mais je me souviens de cette marque, effectivement. Leur plan, c'est en 2 ans, ils veulent passer de 60 millions de chiffre d'affaires à 300 millions. Bon, fois 5 en 2 ans, c'est quand même, c'est du brutal, hein, c'est pas rien. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? En fait, peut-être qu'il a mis des sous, en fait, peu importe. Mais ce qu'il fait surtout, c'est qu'en fait, il monétise son image et son reach, sa capacité à influencer les gens et à rendre quelque chose cool. D'accord? Il fait d'une vieille marque de télé qui a été, c'était au début du siècle passé que ça a été fondé, ce truc. Donc, c'est quelque chose d'assez ancien. Puis il le remet en fait sur le devant de la scène. Il a ce pouvoir-là. Et ce que ça montre simplement, c'est que les joueurs de foot, en fait, ils ont une marque qui est absolue, qui est d'une puissance, mais qui est phénoménale. Et s'ils s'associent à une marque, ben, ils peuvent la faire émerger. Alors, ce qui s'est passé, et je crois que c'était Michael Jordan qui avait commencé ça avec les Nike, c'est qu'il a commencé à utiliser son nom pour promouvoir ses chaussures de sport. À l'époque, c'était Reebok qui était devant tous les autres en NBA, puis maintenant c'est Nike. Il a réussi son coup, mais ça a été un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, bien sûr. Et puis Mbappé, c'est quand même un immense joueur de foot, et il met sa marque personnelle au service de quelqu'un qui fait des télévisions et des haut-parleurs. Puis, guess what? On en parle, tout le monde va en parler. Et je suis prêt à parier que pour les jeunes, c'est tout d'un coup quelque chose qui met cette marque de consumer électronique sur le devant de la scène. Donc, c'est un bon coup de sa part. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il investit surtout son image. Ouais, et puis ça va, il me semble, dans le rebranding et le repositionnement de cette boîte qui maintenant est vraiment à fond technologique. Donc, c'est plus juste consumer enfin, électronique, mais vraiment, ils veulent se positionner en tant que leader dans la tech. Et tu vois que Mbappé aussi a, a mis son nom sur des enceintes, son logo, sa propre marque. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, bah, ces sportifs, ces athlètes arrivent à faire des featuring avec des grosses marques. Donc, Ouais. Et puis, si j'ose, c'est plus seulement comme Jordan sur les chaussures de sport qu'il utilisait pour gagner au basket, où là, il y avait exact. un lien direct, mais ça peut être pour n'importe quoi, des voitures, des télés, de la tech, n'importe quoi. Et ça montre en fait la puissance de la marque Mbappé. C'est quelque chose de fantastique. Et en fait, il a raison d'en profiter. Maintenant, très sincèrement, j'espère pour eux que c'est un vrai coup marketing parce que je, sans Mbappé, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui aurait misé sur cette marque allemande. Je crois d'ailleurs qu'ils ont fait faillite il y a quelques années. Enfin, ils étaient en délicatesse absolue. Donc c'est vraiment un coup marketing, mais c'est génial pour Mbappé. Et puis je suis sûr qu'il a une équipe extraordinaire autour de lui pour le conseiller et faire ça. Mais il a raison de le faire. Je trouve juste rigolo de voir qu'on sort du matos utilisé par le sportif. C'est plus les chaussures, le maillot, etc., etc. Mais c'est d'autres choses. Ça se trouve, les prochains, ils vont prendre les parts dans une assurance maladie ou je sais pas quoi. Tu vois. Parce que si tu dis, ben voilà, moi je m'associe avec tel assureur, c'est bien, ça doit être un bon assureur. Tu vois, ça va au-delà de la publicité. C'est plus les entreprises euh, qui leur payent un contrat pour faire de la publicité, comme Clooney avec Nespresso, what else. C'est vraiment les stars mondiales qui prennent des parts d'une entreprise parce que leur influence est tellement grande qu'ils se payent surtout en ajoutant de la valeur dans la dite entreprise. Je parlais justement avant de repositionnement et tu disais que cette boîte, tu la connaissais pas. C'est vrai que c'est pas quand tu penses à la tech, quand tu penses à téléviseur, haut-parleur, bah, tu as plus des Samsung, LG, Sharp, etc.
Ça me fait penser un peu à ce que est en train de traverser la Migros. Donc, notre bonne vieille Migros en Suisse qui a pas mal de difficultés. Ils ont même engagé, j'étais étonné de lire ça, engagé le cabinet de consulting McKinsey pour les aider justement dans leur transformation, les aider à gérer tous les scandales et les conditions de travail. Ouais, et se dire que la Migros demande de l'aide à McKinsey pour lesquels généralement ils n'ont pas de mandat en dessous de 20-30 millions. C'est assez étonnant. Bah, je dirais, alors on parle souvent de McKinsey, mais en général, ce sont des gens vraiment brillants, ils sont forts. Et il y a aussi Bain, Boston Consulting, enfin, c'est ceux dont on parle pour une raison qui m'échappe, mais il y en a d'autres. Et puis, imagine que tu sois parachuté patron de Migros. OK? Welcome Younes. Tu, tu vas devoir essayer de te diversifier, d'avoir la bonne stratégie, mais de diriger une entreprise qui a 100 000 personnes et de la faire évoluer en fait pour qu'elle continue à pouvoir rendre service aux gens, à résoudre des problèmes, à créer de la valeur, c'est pas quelque chose de simple. Ça se trouve pas dans une pochette surprise. Alors souvent on reproche à McKinsey aux dirigeants d'entreprise, etc. de faire ça, mais la vérité c'est que c'est difficile. Et comme c'est extrêmement difficile, alors je sais pas quels sont les problèmes spécifiques qu'a la Migros, je veux dire voilà, mais c'est sûr et certain que de diriger une entreprise de cette taille, c'est pas quelque chose de simple. Donc, il faut essayer de s'entourer des meilleurs pour le faire. Et puis là, ils ont certainement un problème à résoudre, puisque la Migros, ils vendent des voyages, j'ai vu qu'ils avaient des, des, des entreprises qui font de la dentisterie, ils ont des cabinets médicaux. Enfin bref, ils sont dans plein d'activités bah, ils ont essayé de se diversifier. Ils font pas que de nous vendre des produits pour la nourriture et autres, mais et la Migros, c'est une marque que tous les Suisses adorent et puis qui rend bien service et qui est super. Et ben voilà, ils ont essayé de se diversifier. Puis guess what, quand on fait un plan puis qu'on essaye de faire quelque chose, ben ça ne fonctionne pas toujours facilement. Je pense pas qu'on puisse faire l'hypothèse, ou je vais le dire autrement. Je pense que c'est toujours une mauvaise idée de croire qu'en fait la Migros elle a fait un plan parce qu'ils savaient que ça allait pas marcher. C'est pas vrai. Les gens quand ils font un plan, ils y croient. Ils essayent de résoudre un problème, ils veulent se diversifier, ils se disent voilà, faut qu'on fasse ceci. Il y a toujours un plan en fait qui est, en tout cas sur le papier, qui semble être une bonne idée. Et puis après, il n'y a pas tellement, ben voilà, il faut essayer de l'évaluer. Puis après on y va et puis on se diversifie. Puis tout d'un coup en fait, il y a des difficultés. Et là moi je les connais pas, c'est pas quelque chose que je saurais faire. Réorganiser la Migros, ils ont 97 000 et quelques employés. Enfin j'entends, il suffit pas de claquer des doigts puis de dire ah non mais les gars c'est tout simple en fait on va faire ça. Ça j'y crois pas du tout. C'est extrêmement complexe que de diagnostiquer le problème, de proposer un plan ou plusieurs et puis après d'effectivement déployer ce plan. Et McKinsey ils servent à ça. Il faut aussi voir que là c'est un peu les pompiers. Ils viennent quand c'est chaud. Donc on leur reproche plein de choses mais je veux dire que c'est pas Yaka Faucon. Ah, mais la Migros, vous aviez qu'à pas vous tromper. Si vous voulez, c'est pas à la Migros, il y a un lundi matin un mec qui se lève puis qui se dit ouais, là on va faire un plan à la con, on va aller se planter. Personne ne fait ça, n'est-ce pas? Puis maintenant, s'ils ont des difficultés, ben il faut bien qu'ils essayent de les résoudre, sinon nous on pourra plus leur acheter des salades. Et ben ouais, moi je suis pas, je pense que c'est très bien que McKinsey fasse ça et s'ils les appellent, c'est qu'ils y trouvent une valeur. Je trouve intéressant enfin, moi, si je te donne vraiment mon point de vue vraiment très Ouais, personnel, vas-y. tu te dis qu'ils sont quand même dans un marché où ils ont un monopole avec la COP, Mhm. vu qu'ils possèdent des nerfs et qu'ils se sont gavés pendant des décennies et des décennies, puis maintenant ils ont des problèmes parce que justement ils ont voulu tenter des nouvelles choses. Mhm. Je regardais justement le profil du PDG de Migros, qui lui Mhm. est un ancien de Heineken et aussi de Denner, mais il est plus CFO de formation.
Donc, on peut s'imaginer que lui, sa motivation première, ça va être de slasher les costs et faire du cost cutting à fond. Alors que si tu avais quelqu'un qui était peut-être un peu plus produit, et là j'élabore, hein, je dis pas que j'ai la réponse à ça, où justement tu essaierais de trouver de nouvelles pistes de croissance plutôt que de se concentrer sur le licenciement de 1500 personnes, je crois, across différentes business units de la Migros. Donc, on voit que ça va de mise avec McKinsey, qui eux sont assez spécialistes de couper des têtes et puis de réduire les coûts, en fait. Alors, peut-être une nuance. Une chose qu'on lit toujours dans les journaux, c'est quand McKinsey coupe des postes. Mais ils font d'autres choses. Ils font aussi de l'aide à l'innovation et à la réorganisation, etc. Mais ça, on en parle un peu moins. Déjà, ils sont plus ils connus pas... pour ça. Ils sont plus connus pour couper des têtes. Mais oui, puis parce que quand tu fais une nouvelle stratégie, tu vas pas la publier dans le journal. Non. Ce sont des choses qui sont secrètes. Tandis que si tu supprimes 1500 emplois, et c'est hyper triste pour les gens qui perdent leur emploi, etc. Mais la Migros, il faut qu'elle tienne. Alors, par rapport au profil du gars, moi, je le connais pas. Et une entreprise qui a 100 000 employés, ça se dirige quand même beaucoup avec les chiffres. Hein. Je veux dire, c'est quand même, c'est pas évident de gagner des sous quand on vend des salades. Hein, parce que le lendemain, elles sont plus bonnes, il faut les amener ailleurs, c'est des problèmes logistiques infernaux, il faut énormément d'employés. Donc, je crois pas qu'on puisse dire que ce soit simple de gérer un mammouth comme la Migros. Et ils font un bon job, on a quand même des choses à manger tous les jours. Donc, ça fonctionne grosso modo pas mal. Après, le fait qu'ils aient essayé de se diversifier, ben, t'as pas tellement le choix. Au bout d'un moment, il faut grandir. Donc, en fait, ils ont essayé quelque chose. Maintenant, ça marche visiblement pas bien. Mais je trouve qu'on parle que d'un petit bout de la chose quand on dit, oh là là, McKinsey, il conseille de virer les gens. Je crois pas. Ce qu'ils font beaucoup, c'est, enfin, s'ils font ça, mais ce qu'ils font beaucoup, c'est essayer de faire un plan pour savoir ce qu'on va faire demain. Est-ce qu'on reste dans la dentisterie et dans les cabinets médicaux? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Moi, j'en sais rien. Je peux pas. Je peux pas mais c'est pas juste on claque des doigts puis c'est évident. C'est vraiment un processus complexe. Puis l'avantage de McKinsey, c'est qu'ils ont quand même des gens en général qui sont très très bons au niveau. Enfin, mais Bain, Boston Consulting, c'est tout la même chose. Mais ce sont des gens de très bon niveau, ils travaillent beaucoup et ils regardent les chiffres, ils regardent les faits, puis ils vous disent, ben voilà, si tu fais ça, ça va avoir telle conséquence. Si tu fais ça, ça va avoir telle conséquence. Mais on ne sait pas non plus à quel point les entreprises, après, elles appliquent ce qu'ils ont proposé ou pas. Hein. Puis évidemment que quand McKinsey intervient, ils sont aussi un peu payés pour prendre le mauvais rôle. Hein. C'est aussi un peu ça. On leur met sur le dos des choses, ils répondent aussi aux demandes des clients. Donc, je pense qu'il ne faut pas être si tranché. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup de respect, en fait, pour les gens qui essaient de faire en sorte que la Migros se développe. Et là, s'ils se sont trompés, eh ben, je pense que la seule hypothèse raisonnable, c'est de dire ils se sont pas levés un matin en se disant qu'ils allaient tout flinguer. Ça, j'y crois pas une seconde. Je ne le crois pas. C'est pas vrai qu'en fait les gens ils sont mal intentionnés. C'est simplement que c'est difficile. Et ben oui, quand ça se passe pas bien, Et c'est délicat. aussi on pourrait dire que c'est aussi une société vieillissante aussi, hein, la Migros. Hein. Donc j'imagine avec tous les changements qu'il y a à l'extérieur. Et puis je cite le managing partner de la Suisse de McKinsey, qui dit, Michael Steinman, qui dit nous travaillons beaucoup sur des thèmes d'innovation et de croissance. Au fond, il s'agit toujours de permettre à une entreprise de rester compétitive. Donc, je pense que c'est un dossier à garder sous le coude et à voir son évolution, parce que je pense qu'on est tous attachés sentimentalement à la Migros. Hein, bien sûr. même si on va à la COP ou à Denner ou autre. Mais ça Non, va mais être on est... intéressant de voir comment ils gèrent justement ce changement, parce que je pense qu'il y a aussi, voilà, comme tu disais, certaines business units à se poser la question, est-ce qu'on continue? Mais il y a aussi tout le fait de transformer l'existant et puis leur cash cow, en fait. Ouais. C'est difficile. C'est un art, ça n'est pas qu'une science. Donc,
Voilà, on peut pas. Il y a un dicton qui dit qu'en fait, le succès a beaucoup de parents, mais l'échec peut. Effectivement, hein, quand il y a un échec, il faut trouver un coupable. Mais encore une fois, l'exercice de pensée, c'est mettez-vous à la place du. Imaginez que demain vous êtes le patron de Migros. Est-ce que vous pensez que vous allez mettre en place un plan en sachant qu'en fait c'est un plan, un plan qui n'aboutira à rien et qui supprimera des emplois? Personne fait ça. Personne. Alors, les gens font des erreurs, les gens sont trop optimistes, trop prudents, etc., etc. Mais ils font des erreurs, mais ils se lèvent pas le matin en se disant qu'ils vont foirer. Personne veut Non, être le mec qui a je foiré la pense pas. Migros. T'es Je, d'accord? je Donc, pense pas. c'est juste que c'est très difficile. Ce qu'ils font est délicat. C'est difficile. Peut-être juste si on discute d'un Migros. La Migros, ils ont leur cours, là, École Club Migros. OK? Bon, voilà, ça représente un certain nombre de cours, etc. Ils engagent des profs, ils ont des locaux et tout. Puis maintenant, il y a l'IA qui débarque. Et tu peux trouver 25 applications qui t'apprennent l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le russe, l'italien en ligne. Et si on est un peu débrouille ou qu'on sait le faire, on peut même le faire gratos en installant un modèle sur son ordinateur. Et ça te fait la prononciation. Et si tu veux apprendre l'anglais avec l'accent italien, tu peux. Ben, c'est un gros danger pour l'école Club Migros. C'est pas si simple. Et du coup, euh, enfin, là, j'invente en fait un exemple, mais c'est juste pour illustrer en fait la difficulté de diriger une entreprise. Il y a quelqu'un qui est certainement en charge de l'école Club Migros. Je ne sais pas si pour lui c'est un sujet, c'est un sujet de préoccupation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va changer un peu la dynamique des cours de l'école Club Migros. Euh, Tu fais quoi? Ben, c'est ça, innover. Innover, c'est aller dans le nouveau. Et puis, de temps en temps, on se trompe. Euh, il y a une conférence qu'on pourra mettre en lien de profs du MIT qui ils ont fait tout un consortium pour essayer de comprendre comment intégrer l'IA dans la manière de donner des cours. Le MIT, ben, ils ont fait une conférence d'une journée et c'est un dialogue permanent parce que c'est pas simple. Et ils essayent de faire au mieux. Ça, c'est certain. Ils essayent de faire au mieux, mais c'est juste que c'est compliqué. Et je pense qu'on en avait parlé la semaine passée, mais le rapport qu'on a à l'échec ou au fait de ne pas réussir tout de suite en Europe, il est assez délétère quand le taux de changement est important. Dans une société comme les États-Unis, c'est OK en fait de ne pas y arriver. On se remet au bout plus vite et ce qui compte, c'est OK, mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? D'accord? C'est quelque chose de plus dynamique. Et je pense qu'on aurait intérêt à s'inspirer de ça et pas uniquement à critiquer ce que les gens ont essayé de faire. Je te rejoins totalement là-dessus. Et puis, je pense que la Migros, c'est un exemple très concret, mais il y a pas mal d'industries qui vont passer par là. On en parlait la semaine passée avec les Toblerone, les confitures, ERA qui sont en train de délocaliser. Donc, c'est intéressant. C'est un chapitre, je pense qu'on va garder, voir un peu l'actualité des grosses boîtes suisses. Et ça m'amène sur la news pour la 14e année consécutive. La Suisse, on est numéro un dans le numéro un de l'économie la plus innovante au monde. Donc, on voit quand même que certaines boîtes peinent à rester compétitives, mais au niveau global, on arrive à rester innovant sur 14 années. Qu'est-ce que tu en dis? Je pense qu'il y a pas mal de choses à couvrir là-dessus. Ben, bon, c'est jamais déplaisant d'être bien classé dans un ranking, hein, c'est toujours bonnard. Je trouve que c'est assez. Il faut saluer le fait qu'en fait la Suisse elle est très bien positionnée depuis longtemps. Donc ça c'est absolument génial. Il y avait une autre étude qui était sortie qui disait que la Suisse, je sais pas comment ils ont calculé ce chiffre, mais on pourrait faire augmenter le PIB de 11% grâce à l'IA. Je sais pas comment ils ont fait pour dire ça, mais en gros ça disait qu'on était super bien placé pour profiter de cette révolution. Au sens où, pas de faire émerger des géants dans l'IA, mais d'utiliser les gains de productivité de l'IA, ce qui est le cas. Hein. Moi, j'ai eu
plusieurs exemples des gens avec qui j'ai travaillé où tu fais des gains de productivité de 50 enfin, des gains de productivité absolument faramineux, ce qui te permet soit d'économiser des sous parce que tu payes moins de ressources pour faire un travail égal, soit d'augmenter la profitabilité, soit justement après d'investir dans l'innovation une fois que tu as réalisé ces gains de productivité. Mais la Suisse, c'est clair que c'est un champion d'innovation. Je pense qu'il y a un truc qui me fait souvent marrer si on regarde la couverture de Times Magazine, l'homme de l'année, ou des magazines comme ça. Souvent, en fait, le mec qui est, enfin, la personne qui est sur la couverture, quelques temps plus tard, il est en prison, soit il lui arrive des bricoles. Et il y avait ce mec là, son nom m'échappe, mais celui qui était dans les cryptos aux Jack États-Unis. Manfred, un truc comme ça, là. Ouais. Ou l'autre, la dame qui avait fait ses tests pour le sang, elle disait qu'elle arrivait à faire des tests pour le sang Mhm. avec en prélevant un tout petit peu de sang, elle arrivait à faire plein de tests, et puis en fait, ils y sont jamais arrivés. Et elle avait fait la couverture, puis si mes informations sont bonnes, elle est un petit peu privée de liberté. Donc, je pense qu'il faut toujours être prudent quand en fait on est trop bien classé. C'est toujours un peu dangereux. Mais bon, on est très bien classé depuis longtemps, on va quand même pas se plaindre, c'est génial. Donc, il faut y aller. Je pense qu'il y a un truc qu'on voit peut-être pas dans ce classement, c'est que j'imagine qu'ils ont des critères en fait pour apprécier la compétitivité par rapport à l'innovation qui datent d'un moment où l'IA n'était pas là. Ouais. Et c'est tout à fait possible en fait que l'avènement de l'IA, ça change fondamentalement la manière dont on innove. Il y a une boîte comme Iprova qui génère des brevets en fait, qui regarde où il y a des trous dans les brevets, qui fait des choses absolument incroyables. Il y a on sent en fait les prémices de l'innovation automatique. Hein. IA, c'est un bon terme, hein, c'est intelligence artificielle, intelligence euh, automatique ou innovation automatique. Et je pense que la manière dont on innove avec l'IA, elle va commencer à changer. J'en veux pour preuve le fait qu'on discutait au début de notre entretien des artistes en fait qui adoptent l'IA. Et en fait, ça change produire un geste artistique, on peut dire que c'est le comble de l'innovation. Et moi, j'ai le sentiment que mettre en place une organisation qui innove à l'ère de l'IA, ça va être quelque chose d'un petit peu différent. Alors, ils en prennent certainement compte, c'est l'IMD qui fait ça aussi, en tout cas, ils collaborent, donc c'est des gens extrêmement sérieux, mais je suis pas sûr qu'on va le voir venir, celui-là. Les règles du jeu, c'est comme si tu passes du foot au basket, d'autres règles, il faut d'autres qualités, et je me méfie un peu, et je reviens sur, c'est pas pour en faire un dada, mais on peut être super bon pour absorber l'innovation, mais si on n'a pas les derniers modèles LLM, ben, on va être le bec dans l'eau. Donc, Je t'en prie, excuse-moi. vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Non, et ça me ramène sur une dernière news, justement. Enfin, tu parlais d'innovation à l'ère de l'IA. Et il y a un des professeurs de l'université de Ouais. Berkeley qui disait que il y a beaucoup de ces jeunes diplômés, justement, qui arrivent pas forcément à trouver un emploi. Donc, malgré que voilà, l'université de Berkeley, c'est une des meilleures au monde et qu'on parle pas on va dire, de gens lambda, mais vraiment de profils très pointus. Et que, ouais, il y a une redistribution des cartes et on ne sait pas encore quelles vont être les compétences recherchées Ouais. pour le futur, quoi. Bah, typiquement, moi, je suis un grand fan de l'éducation, power to the people, plus d'éducation pour tout le monde, c'est génial. Mais le fait est, c'est que si un prof de l'université de Berkeley tire la sonnette d'alarme en disant que les mecs qui sont dans les tout meilleurs au monde, on peut dire, hein, que c'est vraiment des gars, mais qui sont hyper forts, ils ont du mal à trouver du job, il faut s'inquiéter un peu. Alors, bon, peut-être plusieurs commentaires. La première chose, c'est que si on adore faire quelque chose puis qu'on s'est très bien formé, c'est peut-être plus une formation professionnelle, mais c'est simplement des études. Ils ont appris à raisonner, à réfléchir, à faire des choses. Ils se sont éclatés. C'est déjà un beau cadeau qu'ils ont reçu. Qu'il faut voir aussi, c'est qu'aux États-Unis, les universités coûtent cher en fait. Donc, quand on fait un degree, eh ben après, il faut un job qui permette de rembourser le prêt qu'on a pris pour pouvoir payer les études. Du coup,
ils sont dans une démarche qui est quand même plus économique au sens où si tu fais un master, eh ben, il faut qu'après tu aies un salaire plus élevé. Donc peut-être que ça coince aussi là. Mais si les gens les plus brillants qui font du code, ils ont du mal, ça nous confirme qu'il y a, en tout cas, c'est un signal faible qui montre en fait que coder, c'est vraiment un métier, on va dire pour le moins, qui est en train de changer et vite, hein. Et on n'en est pas encore à prompter, fais-moi une application pour faire ceci, cela, puis boum, tout est fait. Mais on s'en approche, les manières de coder changent et surtout, il y a la possibilité de faire au moins aussi bien avec moins de monde. Il n'y a plus besoin d'avoir des armées de développeurs, puis ensuite des managers pour manager les différents groupes, etc., etc. Toute cette complexité qui émerge du nombre. Si en fait, avec des outils IA, même très chers, hein, si avec 5 personnes, tu peux faire tu marches sur l'eau parce que tu peux avoir une vitesse de développement qui est grande, ben, ces 5 personnes-là, elles auront virtuellement pas de prix, c'est-à-dire que ça devient des stars comme Mbappé, enfin peut-être pas, j'exagère, mais ça devient vraiment des stars qui sont hyper bien payées, mais ça veut dire que c'est plus un travail de masse. Alors je pense qu'il faut pas non plus que les étudiants en informatique ils se fassent trop de soucis, mais je veux dire, il y a quand même encore pas mal à faire, hein, mais je pense que c'est un signal faible qui montre en fait que programmer, c'est pas forcément l'avenir. Et de mon point de vue, c'est exactement comme traduire des textes. Mettons que tu étudies à l'université l'espagnol pour faire des traductions français, espagnol, anglais. Voilà. C'est évident qu'il y a un mérite propre au fait de maîtriser une langue différente, on pense différemment dans une autre langue. C'est absolument génial. Mais de là à en faire un métier, c'est-à-dire vendre son temps en fait pour avoir une rétribution pour faire ça, ça va être très, 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 très compliqué. Les traducteurs, ils ont effectivement du souci à se faire parce qu'il y aura encore un certain nombre de traducteurs pour des tâches particulières, mais ce sera plus un métier à large échelle, si on peut dire. Et je pense que la programmation, une partie en tout cas de la programmation, c'est un métier de traducteur. Typiquement, le portage d'une plateforme à l'autre. Si un programme est écrit en Python et puis qu'en fait on voulait le rendre plus efficace énergétiquement puis qu'on le traduit en C++, c'est de la traduction. Ben ça, les LLM ils s'en chargent super bien. C'est aussi un assistant à la créativité. Ça veut dire que il va vous aider à documenter le code, à trouver comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour faire ça. Est-ce que c'est le framework le plus adapté? Est-ce que tu peux me trouver une librairie qui fait que, etc., etc. Donc, à mon avis, c'est un très bon moment pour la programmation, mais c'est peut-être plus un métier de masse. Tu vois, je trouve que c'est intéressant et c'est quelque chose d'incroyable en fait. Tu te dis que ces jeunes étudiants qui font partie parmi les meilleurs du monde, ils sont peut-être rentrés en études en 2021, genre 2020, 2021, un truc comme ça, et que ça change tellement vite qu'en 2021, bah, c'était la branche à suivre, computer science, c'était la chose à faire. Et maintenant, au final, 3 ans après, on n'en a plus besoin. Donc, il y a tout cet aspect de futur de l'éducation à redéfinir parce que si là, on parle de quelque chose sur un espace-temps très court de 3 ans, alors des enfants qui ont 10-12 ans étant en train de les former sur quelque chose, tu sais même pas si ça va exister dans le futur. C'est incroyable. Bon, disons, apprendre à lire, à compter, à s'exprimer, à l'oral, à l'écrit, ça c'est vraiment quelque chose qui restera pertinent parce qu'en fait, on vit en société avec d'autres gens, donc je suis pas trop inquiet pour l'école de base, ça reste quand même un miracle et puis un bonheur. Là, Berkeley, c'est vraiment les top universités où en fait, c'est très onéreux. Donc en fait, personnellement, je pense que la valeur marchande d'un master, elle va chuter parce que ça a moins d'intérêt en fait d'avoir. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a un bachelor ou un master ou un PhD? En fait, on montre que on est capable de répondre à une consigne, de suivre des cours, d'intégrer des choses et des concepts, qu'on va être discipliné. Mais l'école, elle sélectionne pas forcément les gens qui sont très innovants ou très novateurs. Donc, c'est probablement que l'école va se transformer, ça je le pense et ce sera bien, mais l'école de base, ça reste quelque chose de merveilleux. Heureusement que ça existe. Il faut y aller.
et puis les gens qui sont en train de faire un master en computer science, mais moi je pense qu'ils vont s'éclater. C'est simplement que il est tout à fait possible que je sors du master computer science à Berkeley, donc j'ai 4 offres à X, Y et Z dollars par année. Il est possible que ça se soit terminé. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut aussi raison garder. Les gens qui sortent de Berkeley, on ne peut pas les plaindre. C'est l'élite de l'élite de l'élite des gens les plus privilégiés au monde. Donc, ils vont s'en sortir. Comme ils sont très intelligents, très bien formés, puis ils vont retomber sur leurs pattes. Je pense qu'en fait, ça fait les gros titres des journaux parce qu'on a eu l'habitude de remplacer les cols bleus, les gens qui étaient dans des usines. Et quand les CNC sont arrivés, on leur a dit, bon, bah, mec, c'est plus comme ça. Maintenant, tu vas programmer une machine. Il ne semble pas qu'on en a fait grand cas. Mais maintenant que ce sont les cols blancs, donc les travailleurs du savoir, en fait, qui sont attaqués, puis c'est clair que c'est dur pour eux, mais ils ont aussi les moyens de retomber sur leurs pattes. Et c'est pour ça que pour les étudiants, la clé, c'est de faire quelque chose qui intéresse. Ça ne supprime pas le bon sens. Par exemple, imaginons qu'on prenait avant notre exemple des films, imaginons qu'un chat GPT avancé vous propose des scénarios de films. Ben, il faut être en capacité de le juger. Il faut être en capacité de l'affiner. Moi, j'utilise beaucoup de chat GPT dans beaucoup d'activités. Ça n'est pas miraculeux du tout. Si vous avez une idée originale puis que vous voulez la ciseler différemment, ça peut être utile, mais ça ne résout pas tout. C'est pas, pour le moment, ces modèles, ils raisonnent pas. Ils essayent d'imiter le raisonnement dans des étapes, mais ils raisonnent pas. Ils font pas vraiment de choses nouvelles. Il y a une super interview de Yann LeCun, le patron de l'IA, de la recherche pour l'IA chez Meta, qui explique ça. Et il explique les raisons pour lesquelles ces modèles sont pas intelligents comme un humain. Mais il y a des types d'activités pour lesquelles les humains étaient payés qui maintenant vont être effectués par des machines. Mais ça, c'est pas tellement pour l'école bleue, c'est plutôt pour l'école blanc. Et bien sûr, l'administration, le traitement de données non structurées, coder, c'est typiquement un truc. Mais je pense que ça va devenir intéressant. D'ailleurs, une autre news dont on voulait parler, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui râlent contre le prix des software et des software as a service. Un des corollaires de ces IA, c'est qu'elles permettent à moindre frais de programmer des applications soi-même. Donc, évidemment, que le lock-in qu'avaient les SaaS vendors, voilà, vous avez besoin de données structurées, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est un petit peu moins vrai. Si ça se trouve, les gens n'auront plus besoin de tellement de RP, puis ils pourront simplement avoir les factures entrantes, sortantes, ils foutront ça dans un LLM, puis boum, ça leur fera des comptes. Je ne sais rien. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que les gens, ils payent pour avoir un SaaS que si, en fait, ils ont un besoin qui est derrière. D'accord? Et puis, ce vendor lock-in, comme on l'appelle, pourquoi les gens ne changent pas de RP? C'est un cauchemar. Tu dois balancer toutes tes données d'un ERP à l'autre. C'est très, très complexe. Et si ça se trouve, cette technologie, elle va permettre à des modèles différents d'émerger. Donc, c'est un peu tristoun pour les codeurs. D'un autre côté, quelqu'un qui fait de la technique et qui n'est pas excité par l'avènement de l'IA, il faut faire autre chose. C'est pas possible. Il y a trop de choses à réinventer. C'est probablement un peu mieux pour les gens qui ont une personnalité d'entrepreneur puis qui peuvent s'adapter au monde et puis proposer quelque chose que pour les gens qui auraient voulu un job très carré, etc., etc. Ça un peu moins. Mais on peut pas plaindre les gens qui sortent de Berkeley. Ça non. On peut discuter de comment vont faire les gens qui sont pas allés à Berkeley. Je pense que c'est plus juste. Mais eux, ils vont s'en sortir. Et d'ailleurs, ce serait un bon test. Hein. Si les gens qui sortent de Berkeley, ils n'arrivent pas à retomber sur leurs pattes, c'est qu'il y a un problème avec le type de formation qu'on leur fournit. Je pense que c'est ça. Tu parlais des ERP et ça me fait penser à un des case studies que j'avais lu sur Lidl. Ils voulaient changer d'ERP et aller sur SAP, il me semble, qui avait passé 7 ans dessus, impliqué 1000 consultants, dépensé 500 millions d'euros pour essayer de passer sur SAP et finalement ils sont restés sur leur propre ERP parce qu'ils avaient échoué. Et là que tu me dis justement avec ce type de solution assez simple, on pourrait tout faire et ça te fait économiser du temps et de l'argent. Donc alors, probablement pas pour Lidl, hein, mais je dirais quand même, il y a quand même on sent que c'est en train d'arriver.
il y a pas mal de choses qui vont arriver. Pascal, je te remercie en tout cas pour ton temps et tes précieux insights. C'est toujours un plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao Younes, à bientôt. Ciao, ciao.